Bonjour à toi, Jean-Philippe. Merci d'avoir répondu présent à cette interview. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aussi ici aujourd'hui. Bonjour Sabrina et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, tu es expert, formateur, coach en marketing relationnel. Et aujourd'hui, eh bien, on va principalement parler d'un livre que tu as écrit de nouveau, parce que c'est pas une première. Et ce livre s'appelle donc La profession du siècle. Voilà, donc eh bien, il n'y a pas de surprise, hein. On parle de marketing relationnel ou encore de marketing de réseau, économie collaborative, hein. On va beaucoup en parler pendant cette interview. Déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu as écrit ce livre, hein. Quel est le message que tu veux faire passer aujourd'hui, Jean-Philippe? Deux raisons essentielles. La première, c'est que je me suis pris de curiosité pour l'évolution des nouvelles technologies. Et c'est un sujet, à partir du moment où on a mon type de personnalité, c'est-à-dire très curieuse, et où on aime aller dans la profondeur, eh bien, on tombe comme dans le trou du lapin, le terrier du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, et on découvre tout un monde là, qui est en train de prendre racine, de prendre naissance, et qui est un monde à la fois fascinant, très enthousiasmant, et dans le même temps particulièrement effrayant, parce que on est sur le point, là, dans les 2 décennies qui viennent, de vivre des ruptures technologiques à un rythme tel qu'on n'en a jamais vécu de toute l'histoire de l'humanité. Et ces ruptures, par définition, vont avoir un très grand impact sur notre quotidien à tous, pas les riches ou les pauvres ou la classe moyenne, non, tout le monde. Et donc voilà, ça c'est une des premières raisons, c'était une volonté d'informer le public et les gens qui me suivent en particulier de ce qui nous pend au nez. Donc j'ai fait quelques modestes tentatives de prédiction par rapport à ça. Et le deuxième axe, la deuxième raison pour laquelle j'ai tenu à écrire ce livre, c'est une double raison en fait dans une raison. C'était d'informer aussi les lecteurs que, contrairement à ce qu'on dit, c'est la crise, tout va de pire en pire et de mal en pire, nanani, nanana. Non, pas vraiment, en fait. Quand on s'intéresse au sujet et qu'on fait preuve d'un tout petit peu d'ingéniosité, on se rend très vite compte que notre style de vie, notre niveau de vie est nettement meilleur, il est en constante progression. Alors, c'est pas d'année en année, waouh, le paradis. Il y a des fluctuations, mais si on prend un tout petit peu de recul, 2, 3 décennies, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait en 1980, par exemple, ou Hmm. 80. Et alors aussi, expliquer que si l'une de mes grandes prédictions dans le bouquin s'avère vraie, à savoir que nous allons probablement tous perdre notre emploi, eh bien, il vaudrait mieux anticiper. Ok, Et de, pré- anticiper les choses de pour en tirer profit, hein. C'est ça que tu veux Voilà, partager. en fait, 2 précautions valant mieux qu'une. Même si on n'anticipe pour rien, admettons que je fasse erreur, eh bien, ça va nous apprendre pas mal de nouveautés et ça va mettre un petit peu plus de beurre dans les épinards. Donc, voilà, Hmm. pourquoi pas. Alors justement, à l'instant, tu parles de technologie et donc dans ce livre, hein, je le remonte, La profession du siècle, tu parles beaucoup d'intelligence artificielle. Mhm. Alors, quelles sont les nouveautés? Comment va se préparer l'avenir, Jean-Philippe? L'homme a toujours voulu créer des machines pour lui faciliter la vie, pour lui faciliter le travail. D'accord. On a d'abord commencé avec des chevaux de trait qui tiraient un socle pour labourer le terrain. Bon, ensuite, on a fait le moulin, et puis on a fait d'autres choses. D'accord. L'homme a toujours fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour fournir moins d'efforts plus tard. Un exemple simple, c'est un pont. Il y a une grande vallée et on crée un pont. Voilà, on fait preuve d'une immense ingéniosité, on met beaucoup d'énergie dans la construction du pont pour ensuite donner moins d'énergie. D'accord? Eh bien, l'intelligence artificielle apparaît dans ce rôle-là. C'est-à-dire que jusqu'il y a peu, c'était de la science-fiction, mais il y a eu des percées majeures dernièrement, notamment avec ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire des logiciels qui partent, comme dit l'expression en latin, de tabula rasa,
Donc, c'est table rase. Ils n'ont pas d'instructions particulières. Et c'est juste par renforcement, oui, non, oui, non, oui, non, que ces logiciels apprennent. Et là, nous sommes partis, en fait, pour ouvrir la porte toute grande à des assistants réellement intelligents qui vont probablement, en quelques décennies, bouleverser le monde du travail. Par exemple, parce que là, ça reste encore abstrait, mais je donne un exemple très concret. Pour qu'un être humain devienne radiologue, il va falloir 30 ans de la conception pour devenir expert jusqu'au titre, jusqu'à la mise en pratique, jusqu'au statut de radiologue reconnu, voilà, qui fait vraiment du bon travail. 30 ans, probablement. A contrario, à l'opposé de cela, on a un logiciel table rase, donc on ne lui donne aucune règle, on lui fait manger 200 000 scanners, il les digère en 1h40, et 20 minutes plus tard, donc en 2 heures au total, il a dépassé le niveau du radiologue humain pour détecter les cellules cancéreuses sur les scanners. Faisons preuve d'un tout petit peu de sens de l'anticipation, donnons quelques millions de scanners en plus à ce logiciel, donnons-lui 3 mois d'entraînement supplémentaire, il atteint un niveau surhumain que aucun radiologue n'atteindra jamais. Point. Aujourd'hui, il y a des logiciels comme ça qui atteignent un niveau surhumain au jeu d'échecs, au jeu de Go, au jeu de shogi, qui sont des jeux extrêmement difficiles, en particulier le Go et le shogi, en quelques heures, sans aucune instruction, parce que ce sont des logiciels qui jouent les uns contre les autres à une vitesse prodigieuse qui dépasse notre imagination et qui créent en plus des nouveaux mouvements. C'est-à-dire, ils sont en train déjà de nous apprendre qu'au Go, on pouvait en fait jouer très différemment de ce que les plus grands maîtres pensaient. Et l'intelligence artificielle n'a pas réellement de limite, hormis tout ce qui est métier manuel. Ça viendra dans un second temps. Donc aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'un coiffeur est mieux protégé des progrès de l'intelligence artificielle qu'un radiologue, qu'un avocat, qu'un médecin, qu'un pilote de ligne. Puisque là, on peut automatiser du coup le travail. Voilà, absolument. Et donc, une robotisation qui se développe, donc c'est plutôt bon signe pour certains domaines. Ceci dit, ça va bien faire disparaître des emplois, comme tu dis. Tu parles de 42% à peu près dans ton livre. C'est pas moi, ce sont des études, d'accord. J'ai essayé de souligner le mieux possible tout ce qui pouvait être écrit dans le livre. Mais effectivement, alors 42 à 47% d'ici 2030, c'est demain. Enfin, je veux dire, on est plus près de 2030 que des attentats du 11 septembre 2001. D'accord ? 2030, c'est dans 11 ans. Alors, ça semble impossible à croire de se dire, waouh, la moitié des emplois pourraient être automatisés et occupés par des IA, des intelligences artificielles, d'ici 10 ans. Eh bien, malgré que cela semble vraiment très contre-intuitif, la réponse semble être oui. Un des métiers, par exemple, qui va disparaître le plus rapidement, c'est le métier qui est lié à la conduite automobile. On y est déjà. Alors, il y a quelques années, j'avais déjà des discussions à ce sujet avec des amis ingénieurs, chercheurs, etc., qui me disaient, mais non, c'est pas demain la veille, tu es naïf, c'est pas possible. Et je leur expliquais qu'il me semblait que ça progressait à une grande vitesse et qu'on devrait être beaucoup plus prudent. Et donc, aujourd'hui, voilà, on le sait, Tesla a produit des véhicules qui sont parfaitement autonomes, qui anticipent, enfin bon, et qui à terme vont offrir de meilleures garanties que le conducteur humain. Il faut savoir rester à sa place. Je veux dire, quand on est un véhicule doté d'intelligence artificielle avec des lidars, des radars, des détecteurs à 360 degrés en temps réel, qui voient même au travers des bâtiments, qui voient au travers du brouillard, je suis désolé, l'être humain, il n'a qu'une chose à faire, c'est de dire, bon, là, je vais être battu. D'accord ? Eh ben, le premier métier qui va vraiment être
balayé par l'intelligence artificielle, c'est le métier de chauffeur. Donc, chauffeur de taxi, chauffeur de Uber, chauffeur-livreur, chauffeur de poids lourd, chauffeur. Voilà, conduire d'un point A à un point B. Nous sommes à l'aube d'un monde où les transports de type particulier, donc les voitures, transport de gros et de frais, vont être automatisés d'un point A à un point B. Il n'y aura plus de conducteurs. Plus besoin de passer au permis de conduire. Il n'y aura pas de conducteur humain. Oui. On pourra se passer. Et ça, par exemple, ça représente quand même une grande part des métiers aujourd'hui. C'est conséquent. Que peuvent faire ces gens? Ils ne peuvent pas devenir meilleurs que l'IA. Aucun humain ne le pourra. Nous, notre seule possibilité, c'est de collaborer avec l'IA. En fait, l'IA, c'est un petit peu comme Google aujourd'hui. Tu as une question, tu voudrais des pistes de réflexion, tu vas sur Google, et Google t'a filtré la totalité d'Internet, parce qu'on oublie ça aussi, mais parce qu'on l'utilise tous les jours, donc on croit que... Mais la masse d'informations qu'il y a sur Internet, nous on tape une question, Google nous donne des résultats pertinents. Google, le moteur de recherche, est donc notre assistant. D'accord? Eh bien, l'IA va devenir dans un premier temps notre assistant et ensuite les réponses inversées. Nous allons, nous, devenir l'assistant de l'IA. C'est-à-dire, dans le cas du radiologue, le logiciel d'IA va émettre un diagnostic, va dire il y a une cellule cancéreuse ici. Même si le radiologue humain a du mal à y croire, l'avis de l'IA l'emportera sur le sien. Et donc, le radiologue humain va devenir une sorte d'assistant du radiologue IA, et ça va être à lui, en fait, d'aller expliquer au patient. Parce que ça, on ne peut pas demander à une IA. Une IA, c'est très con, en fait. Hein. Faut pas, on dit que c'est une intelligence artificielle. Au fond, c'est juste très idiot à ce stade-ci, un logiciel d'intelligence artificielle. Ça ne peut pas faire preuve d'empathie, par exemple. Voilà. Justement, c'est ce que je voulais aborder avec toi, c'est que tu dis que c'est une belle évolution. Par contre, ça peut faire preuve d'empathie, même de leadership, de partage. Et c'est pour ça que tu proposes la solution dans ce livre. Parce que l'intelligence artificielle, justement, ne pourra pas développer ses émotions, en fait, tout simplement. Les émotions que l'humain peut apporter. En tout cas, pas dans un premier temps. Certains experts s'accordent pour dire que l'émergence de ce qu'ils appellent une IA forte, c'est-à-dire quasiment dotée d'une conscience d'elle-même. Donc, je fais une petite pause là-dessus parce qu'il faut que ça tombe bien dans les oreilles. Une IA qui aurait une conscience d'elle-même, c'est un être vivant. Hein? D'accord? Si une IA arrive à ce stade-là, alors les experts s'accordent pour dire que c'est aux alentours de 2050, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Alors là, elles vont être capables de faire preuve d'empathie. Et là, on a bien du mal à imaginer à quoi ça va ressembler. Parce que si dans un premier temps, on peut, avec difficulté, mais on peut quand même se représenter un futur au sein duquel il y a une collaboration avec l'IA qui est beaucoup plus performante que nous sur des tas de domaines, mais où nous gardons la mainmise sur les sentiments, les émotions, le leadership, l'empathie, etc. Ça va encore. On peut entrevoir, je pense. Mais comment est-ce qu'on collaborerait avec une IA dotée de sa propre conscience et dotée de sentiments? C'est très difficile à dire. Donc en fait, pour répondre à la question, nous avons 3 décennies devant nous où nous pouvons espérer garder le monopole des émotions. Et les émotions, j'ai le sentiment que c'est ce qui a toujours gouverné le monde depuis la nuit des temps. Ce sont les émotions, couplées évidemment à l'intelligence, mais même
les femmes et les hommes les plus intelligents qui soient sont essentiellement motivés par leurs émotions. D'accord? Notamment l'amour. L'amour est une des émotions les plus fortes et à l'opposé, la haine. Voilà. Donc, tant qu'on peut garder ce monopole, ça va. Une fois qu'on ne l'a plus, c'est comme essayer de savoir à quoi ressemblerait notre communication avec des extraterrestres d'une toute autre galaxie. Parce qu'on a commencé à trouver des exoplanètes ici dans l'environnement proche de la Terre. Bon, on pourrait encore dire, voilà, c'est nos voisins, c'est nos cousins, hein, si on trouvait de l'intelligence là-bas. Mais si c'est une toute autre galaxie qui fonctionne d'une manière différente, même si les lois de la physique sont les mêmes à peu près, pense-t-on, dans tout l'univers, eh bien, on n'aurait pas de point de repère, en fait. On n'aurait pas de point de repère. Donc, cette intelligence artificielle qui se développe, des métiers qui sont amenés à disparaître. Ceci dit, il existe une solution pour aujourd'hui, demain et après-demain. Et cette solution, encore une fois, je montre le livre, La profession du siècle. On appelle ça donc le marketing relationnel. Alors, pourquoi justement, Jean-Philippe, pourquoi le marketing relationnel est pour toi concrètement la profession du siècle, justement? Alors, petit complément d'information. Je pense que ceux qui sont acteurs du marketing relationnel vont tous lire mon livre en disant « Ah, être entrepreneur en marketing relationnel, c'est la profession du siècle. » En fait, ce n'est pas ce que j'écris. Ce que j'écris, c'est que la profession du siècle, c'est d'être entrepreneur. Et dans le fait d'être entrepreneur, il existe différentes solutions, différentes pistes. Voilà, notamment un métier qui est en pleine explosion et qui n'existait pas il y a 10-15 ans, c'est le métier de youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., où on trouve des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, qui gagnent de véritables fortunes en publiant du contenu. D'accord? L'exemple le plus marquant, ou les deux exemples les plus marquants, c'est par exemple PewDiePie et Ninja. Alors PewDiePie, c'est un Suédois dont le prénom est Félix et qui a créé une chaîne YouTube en 2008, une chaîne de gaming. Hein? C'est un jeune qui a quitté l'école et qui adorait jouer. Il jouait. Et donc, il s'est mis à streamer. Et c'est un exemple assez inspirant pour chacun d'entre nous parce que ça vaut la peine d'aller voir les toutes premières vidéos de PewDiePie qui sont d'une qualité, on va dire, très modeste, pour ne pas dire piètre qualité. On voit que c'est un jeune garçon qui n'a aucune idée de ce dans quoi il vient de se lancer. Et en fait, comme tout être humain, quand on pratique, on développe des compétences, on devient meilleur. 10 ans plus tard, PewDiePie représente la plus grande chaîne YouTube du monde. Il a plus de 60 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'il a quasiment autant d'abonnés qu'il y a d'habitants en France. Énorme. Et on estime son revenu annuel à 70 à 80 millions de dollars. Il ne crée rien en réalité, il ne vend rien ou très rarement. Il tire ses revenus des publicités qui passent avant, pendant et après ses vidéos. Ensuite, il y a Ninja, qui est un Américain, lui, de 27 ans. Pareil, il aime les jeux vidéo, donc il s'est lancé là-dessus. Et il s'est mis à streamer, à diffuser en direct ses parties de Fortnite. Alors, je connais le jeu de nom, mais je ne saurais pas le décrire. Et il gagne jusqu'à 15 000 $ par jour pour faire ça. Ces deux garçons font des audiences supérieures à l'audience du JT de 20 heures de TF1. TF1, plus grande chaîne, plus grand groupe média d'Europe. Et on a deux petits jeunes là qui font plus d'audience. Ça fait partie de certains nouveaux métiers. Après, il y a également le fait d'être entrepreneur dans les high-tech. Donc, le premier, là, influenceur en ligne, voilà, vendre en ligne, créer quelque chose en ligne. Il va y en avoir de plus en plus des gens comme ça.
qui vont sortir de nulle part et qui vont vraiment connaître de très belles réussites. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi une multitude de gens qui ne connaîtront pas une réussite aussi exceptionnelle, mais qui vont se créer un revenu digne d'intérêt. Et eux, ils seront innombrables. La qualité de ça, c'est que, voilà, tu n'as besoin de rien. Tu te lances, tu as une idée de chaîne, tu te lances et voilà, il faut que tu sois tenace. Mais c'est tout. Le défaut, c'est que tu vas être seul. Et qu'il va falloir beaucoup de discipline, il va falloir de la patience. Deuxième possibilité d'être entrepreneur au XXIe siècle, c'est de créer une entreprise. Bon, alors là, d'un coup, on sent naturellement que le potentiel se réduit drastiquement, comme peau de chagrin, parce qu'il faut avoir une bonne idée, il faut pouvoir la faire financer, il faut pouvoir créer une entreprise, il faut pouvoir engager du personnel, il faut pouvoir... Enfin, bam, 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 bam. Pareil, est-ce que c'est destiné à tout le monde ? Moi, je suis un optimiste. J'ai l'impression que tout le monde a une graine d'entrepreneur en soi et que tout le monde est à ça de trouver une idée qui pourrait aider la planète, satisfaire un grand nombre. Mais après, les difficultés sont tellement nombreuses que je pense que ça n'est réservé qu'à une minorité d'entre nous. Et après, il y a une troisième solution qui est effectivement le marketing relationnel, qui est un métier d'entrepreneuriat. Donc, c'est assez comparable à YouTube ou créer sa propre entreprise, sauf que là, on entre dans un cadre qui est déjà préétabli, où il y a une entreprise X qui a décidé de se passer de faire de la publicité, de rémunérer les gens pour faire la promotion de ses produits, et sans limite. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est qu'on peut créer un revenu qui n'a techniquement, mathématiquement, pas de limite, mais on n'est pas seul tout en étant seul. Et ça, c'est un concept assez agréable. C'est qu'on est libre de faire ce que l'on veut quand on le veut, ce qui signifie qu'on est libre de ne rien faire aussi. Et beaucoup de gens vont utiliser cette liberté-là plutôt que la liberté d'action. Et c'est ce qui explique que ici, comme partout ailleurs, il y a beaucoup d'échecs. Voilà, c'est parce que les gens sont libres. Et donc, souvent, quand on donne la liberté aux êtres humains, ben, ils ne l'utilisent pas de la meilleure façon qui soit. Mais ceux qui vont être dans l'action, ce sont des gens qui vont pouvoir profiter d'un encadrement préétabli, de formation, de motivation, de soutien sur le terrain, etc. Et là, on va pouvoir développer nos qualités qui nous différencient de l'IA, c'est-à-dire l'empathie, l'ingéniosité, le leadership, le partage. La motivation. Voilà, une IA n'est pas motivée. On ne peut pas motiver un logiciel d'intelligence artificielle à ce stade-ci. Mais un être humain peut se motiver avec des stimuli extérieurs. Et donc, pour moi, la profession du siècle, c'est d'être entrepreneur. C'est d'une, enfin, je veux dire, c'est d'une évidence un petit peu bête. Si l'IA prend tous les emplois, donc elle prend tous les CDI, tous les CDD, il y a quelques créations d'emplois. Attention, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on se dirige vers un monde où plus personne ne travaille. On se dirige vers un monde où peut-être plus personne ne travaillera et probablement une minorité aura encore un contrat de travail. Mais l'ensemble de la population n'en aura plus. Alors d'ailleurs, c'est étonnant parce que finalement, le salariat existe depuis très peu, en fait. Depuis peu de temps. On a l'impression que voilà, c'est un type de contrat vieux comme le monde. Non, c'est un héritage de la révolution industrielle qui a amené en fait les travailleurs à œuvrer de manière régulière pour une entreprise, un patron, etc. Et puis les évolutions sociales aidant, le droit se développant, etc., les travailleurs se regroupant avec des syndicats, eh bien tout ça a amené à la création d'un contrat de travail qui, dans un premier temps, en fait, offrait une certaine sécurité à celui qui le signait, mais qui de plus en plus, en fait, en donne de moins en moins. Contrairement à ce qu'on a tous tendance à croire, et moi le premier lorsque je ne m'étais pas intéressé au domaine, un contrat à durée indéterminée, légalement, techniquement, peut être rompu par les deux parties à tout moment. À tout moment. Ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est que les gens pensent que le salariat, c'est la sécurité et que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose à haut risque, en fait. C'est ce qu'ils ressentent. Oui.
alors que c'est un drill, je pense, qui vient de notre éducation, qui vient de nos parents, qui eux-mêmes le tiennent de nos grands-parents, qui eux-mêmes le tenaient de nos arrière-grands-parents. Et en fait, ça remonte à une époque où c'était vrai. C'était vrai qu'il valait mieux avoir un contrat de travail que pas de contrat de travail. C'était vrai à un moment donné. Aujourd'hui, 21e siècle, 2018, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, la liberté et la sécurité ne se trouvent plus dans le contrat de travail, mais dans la prise en charge de nos responsabilités en devenant entrepreneur. D'ailleurs, une réflexion qui est intéressante à se faire, c'est que quand on écoute, et j'ai du respect pour eux parce que je proviens d'une famille d'ouvriers, bon voilà, j'ai été pauvre moi-même, quand on écoute les revendications syndicales, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus de sécurité, toujours plus de sécurité. Ils veulent que chaque année, le salaire augmente, chaque année. Et le salaire devrait, selon eux, augmenter plus que l'inflation, parce que sinon, ce n'est pas une augmentation, d'accord? Donc, ils demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus, de sécurité notamment. Ce qu'on a tendance à ne pas savoir ou à oublier ou à occulter, c'est que plus on réclame de sécurité, plus on perd de liberté. C'est intéressant. La raison est simple. Il suffit de prendre une analogie simple. Il existe sur le monde, enfin de par le monde, il existe ce qu'on appelle des prisons très haute sécurité où la probabilité d'évasion est quasiment nulle. Donc, très haute sécurité, pratiquement aucune liberté. Alors évidemment, on n'est pas dans ce cas extrême lorsqu'on a un CDI. Quand on a un CDI, on est à peu près comme ça. Voilà. J'ai une certaine sécurité, enfin je crois, mais j'ai presque pas de liberté. J'en ai le soir, les week-ends et les jours fériés. Mais le reste du temps, je suis pas libre. Je suis pas libre de ce que je veux. C'est comme celui ou celle qui dit, moi, je gagne 15 € de l'heure. Non. Non. Tu gagnes 15 € de l'heure si tu te déplaces de chez toi à ton lieu de travail, si tu complètes ton horaire, si tu complètes tes tâches, si tu es performant, si tu n'es pas trop malade, si tu as donné un certificat, si. Tu ne gagnes pas 15 € de l'heure, point barre. Parce que sinon, tu les gagnerais même quand tu dors. Et tous ces si, ce sont des libertés en moins. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement d'éducation. Dans ton livre, il y a quelque chose qui m'a ouvert les yeux, c'est l'éducation donc, à l'école. Donc, tu parles justement de l'école avec le système vertical, donc pyramidal, et au contraire, eh bien, l'école avec plutôt le système horizontal. Et malheureusement, eh bien, c'est le système donc, vertical qui a été choisi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce système éducatif, Jean-Philippe? En fait, ça remonte à une époque où on est de mémoire en 1820, je pense. L'éducation nationale a besoin d'être réformée et à ce moment-là, coexistent deux systèmes de scolarité, comme tu viens de les décrire. Donc, il y a le premier système de scolarité qui est un prof pour 20 à 30 élèves dans une classe. Donc, il faut une multitude de profs, une multitude de classes. Et l'autre système qui cohabitait à l'époque, c'est un prof pour une école qui peut accueillir jusqu'à 700 élèves. Un prof peut s'occuper de jusqu'à 700 élèves. Et en fait, instinctivement, on dit, ben non, c'est impossible ça. Un prof ne peut pas s'occuper de 700 élèves. Si, il le peut à partir du moment où il forme des élèves moniteurs. Et en fait, le principe, c'est le professeur va former quelques premiers élèves qui montrent des aptitudes, qui montrent de l'intérêt par rapport à une matière donnée, et va ensuite leur transmettre le flambeau en disant « Maintenant, c'est à toi d'aller former tes petits copains, tes petits camarades. » Et comme on est dans une structure là où ce ne sont pas des classes fermées, sectionnées par âge, mais où ce sont des halls, des grandes pièces, des immenses pièces, où les enfants de tous âges se côtoient, eh bien, les élèves moniteurs ont la possibilité d'apprendre
je ne sais pas moi, les équations du premier degré à un enfant de 8 ans si cet enfant manifeste de l'intérêt par rapport à cette matière. Alors que dans le système classique, un enfant de 8 ans ne va probablement pas découvrir ce que c'est une équation du premier degré avant qu'il ait, je ne sais pas moi, 12 ans probablement. Et ces deux systèmes, en fait, cohabitaient. Pour donner un point de vue très concret, celui classique, un prof 20 à 30 élèves, va mettre jusqu'à 6 ans pour apprendre à lire et à écrire à un groupe de 20 élèves, 20 à 30 élèves, alors que l'autre, un prof pour 700-800 élèves, ne va mettre que, je ne sais, alors j'ai peur de dire une bêtise, donc je retourne tout de suite dans le livre pour ne pas dire d'erreur. Si tu me donnes une seconde, voilà, va former 1000 élèves à l'écriture et à la lecture en 2 ans. Donc, jusqu'à 3 fois plus rapidement. Et il fallait faire un choix. Et le ministre de l'Éducation de l'époque a choisi le système que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un prof 20 à 30 élèves par classe, parce que la volonté était de contrôler ce que les profs disaient et de contrôler l'enseignement qui était transmis aux élèves. Pourquoi? Parce qu'en 1820, il faut former des travailleurs, des ouvriers d'usine. Et quand on forme des ouvriers d'usine, on a besoin de gens qui reconnaissent l'autorité, on a besoin de gens qui acceptent des horaires qui leur sont imposés, et on forme des gens qui acceptent des instructions. On n'a pas envie, en tout cas, même inconsciemment, on n'a pas envie d'avoir des travailleurs qui réfléchissent par eux-mêmes et on n'a pas envie d'avoir des travailleurs qui sortent des clous. Voilà. Un enfant qui a 8 ans et qui veut apprendre les équations du premier degré parce qu'il trouve ça amusant et ça suscite son intérêt, eh bien, c'est un enfant qui sort des clous. Et on a hérité de ce système fort malheureusement, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation nationale en France, en Belgique, comme à peu près partout dans le monde, souffre énormément vis-à-vis des progrès qui existent dans le monde réel, parce que ces progrès sont tellement rapides que l'école n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à transmettre. Et c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles les gens sont pessimistes. C'est parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de nouveautés, tellement de progrès, que l'enseignement n'arrive pas à filtrer l'information et à la transmettre aux classes, et que donc les enfants sortent de là avec des informations qui sont déjà obsolètes. Oui, donc, nous sommes réellement dans l'ère de l'information. Voilà, alors que nous sommes à l'ère de l'information, quand on est diplômé aujourd'hui, nos connaissances sont déjà obsolètes, elles sont déjà dépassées. Et tant que l'enseignement ne subira pas une réforme en profondeur, ce problème ne va que s'aggraver. Parce que les technologies de l'information comme l'intelligence artificielle, les NBIC, donc tout ce qui est nanobiotechnologie, la robotique, etc., progressent à un rythme exponentiel. C'est-à-dire, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Pour donner une meilleure image, nous, êtres humains, nous sommes parfaitement rompus à la compréhension de croissance linéaire. Donc, à l'époque, dans la savane, il y a un lion qui apparaît au sommet de la colline est à 3/4 d'heure de marche, je ne suis pas en danger. Parce que la progression du lion ne peut être que linéaire. Il ne peut pas accélérer et se trouver là devant moi d'un coup. Donc, je comprends facilement ce type de progression. Je fais 30 pas et que chaque foulée fait 1 mètre, eh bien, après 30 pas, je suis à 30 mètres de mon point de départ. C'est une progression linéaire. Si je progresse comme l'IA, au bout de 30 pas, je fais 1 milliard de mètres. C'est-à-dire que je fais 26 fois le tour de la planète. Au bout de 30 pas. Et le dernier pas des 30, donc de 29 à 30 pas, j'ai fait 500 millions de mètres en un pas.
j'ai fait en un pas l'équivalent des 29 pas précédents. Alors, tu parles justement d'évolution exponentielle. On va reparler justement du marketing relationnel que tu appelles aussi économie collaborative, alors qu'on appelle aussi économie collaborative et qui existe depuis aussi très très longtemps, cette économie collaborative. C'est pas d'aujourd'hui. Ah non, l'économie collaborative, c'est le socle de notre civilisation. Quand à un moment donné, les premiers êtres humains se sont sédentarisés et ils ont dû collaborer. Ils ont dû s'organiser, ils ont dû se confier des tâches, ils ont dû se faire confiance. Et les expertises de ces hommes et de ces femmes a augmenté parce qu'on leur faisait confiance. Et ensuite, ça s'est transmis de génération en génération. Donc le forgeron formait son fils à devenir un meilleur forgeron. Et ainsi de suite. Ce sont les prémices de l'économie collaborative. Et aujourd'hui, quand on dit économie collaborative, on pense par exemple à Uber. Uber, bah oui, voilà. Je sors du train, gare du Nord, je commande un Uber, il est là et il me conduit à destination. Je ne dois même pas lui dire où je vais. Il m'y emmène. Et qui est le chauffeur? Eh bien, c'est un citoyen comme moi. C'est pas forcément un professionnel. C'est pas forcément un taxi. C'est monsieur, madame, tout le monde. Le marketing relationnel s'inscrit extrêmement bien dans cette économie collaborative parce que dans le marketing relationnel, un peu comme chez Uber, on ne réussit que si on reçoit des évaluations favorables. C'est-à-dire qu'on réussit uniquement si on satisfait les membres de notre équipe et si on satisfait nos clients. C'est ce qu'on appelle les commentaires en ligne pour les hôtels, pour les restos, pour Uber ou une livraison sur Amazon ou un produit sur Amazon. Hop, on va mettre un commentaire. Eh bien, plus vous aurez de commentaires 5 étoiles, mieux ça se passera. Eh bien, le marketing relationnel, c'est ça. On débute, on n'a pas de connaissances particulières. A priori, on peut commencer sans connaissances particulières. On reçoit des formations. Le père forgeron transmet à son fils forgeron et libre à toi, le fiston, d'aller plus loin que ton père. Tu peux surdévelopper tes compétences. Et si il te prenait l'envie, après avoir vendu tes premières créations, tes premiers produits qui sont meilleurs que ceux de ton père, s'il te prenait l'envie de toi aussi former de jeunes apprentis forgerons, eh bien, tu auras tout intérêt à leur transmettre tes meilleurs secrets et à faire en sorte qu'ils aient la possibilité de devenir de meilleurs forgerons que toi-même, qu'il l'est par rapport à ton père, parce que ça va faire ton succès. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le marketing relationnel, on perçoit un petit pourcentage des ventes des membres que nous formons. Parce que l'entreprise avec laquelle nous collaborons sait que si ces membres sont performants, c'est essentiellement grâce à nous. C'est parce que nous leur avons offert le bon encadrement, le bon support. On les a accompagnés à leur premier rendez-vous. On a fait le point à la sortie de chaque rendez-vous. On organise des formations théoriques et pratiques le samedi soir ou le mercredi soir, peu importe. Et on s'investit vraiment dans la transmission des compétences à nos petits protégés. Et donc, l'entreprise va dire, OK, Jean-Phi, si tu formes Sabrina et que Sabrina a du succès, eh bien, si elle gagne 2 000 €, eh bien, toi, tu vas percevoir en plus de ces 2 000 € 250 €, une fraction de ce que Sabrina gagne. Et on ne le retire pas de Sabrina, c'est juste l'entreprise qui a fait ses comptes de cette manière-là. D'accord? Je ne gagnerais pas plus si moi, je ne recevais pas cette prime d'encadrement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'ai des résultats meilleurs que toi, je vais gagner plus que toi et pourtant, j'aurais démarré après. Parce que ça, c'est souvent une objection de la part des gens aussi. Oui, enfin bon, c'est une objection, mais elle n'a pas beaucoup de sens. C'est la situation du fils prodigue, c'est la situation de l'élève qui dépasse le maître. On est rémunéré à sa juste valeur, en fait. Oui, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas dans le marketing relationnel. Il n'y a pas de raison. Après, ce n'est pas juste une question de talent,
ça peut être aussi une question de travail brut, de quantité de travail brut. J'ai eu l'occasion, au cours de ma carrière, de collaborer avec un homme qui s'appelle Gert. C'est un Flamand, il habite à Anvers, dans le nord de la Belgique. Et Gert est un homme, c'est un cheval de trait, c'est pas un homme, c'est un cheval de trait. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Il dort 4 heures par nuit, il n'est pas fatigué, il est quasiment jamais malade, et il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Bon, ben, quand tu tombes sur un gars comme ça, c'est très difficile d'aller le rattraper, d'aller le rechercher, parce que le mec, c'est une bête de somme, c'est une bête de travail. Et lui, il gagne plus que son parrain, parce que la somme de travail qu'il met là-dedans, en toute liberté en plus, je veux dire, c'est vraiment son choix à lui. Il pourrait fournir la moitié du travail, il gagnerait extrêmement bien sa vie, crois-moi. Mais non, il a besoin de ça, il a envie de ça, alors il bosse comme un fou. Voilà. Alors justement, quelles sont les principales motivations qui font dire aux gens, je veux sauter le pas, je veux démarrer le marketing relationnel? Est-ce que c'est vraiment cette liberté de temps, entre autres? Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'il y a un critère de départ qui est fondamental, c'est d'avoir face à nous quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre. Exemple simple, quelqu'un est en surpoids. Il en a vite marre d'être en surpoids. Ce n'est pas agréable d'être en surpoids. Ce n'est pas valorisant de se regarder nu dans la glace quand on est en surpoids. Et pourtant, il continue de manger mal équilibré, il continue de manger en grande quantité, etc. Il grimpe des escaliers, il est essoufflé. Et il en a marre d'être essoufflé. Mais il continue à manger. Et il ne change pas son régime pour la cause. Puis, vient un jour où il grimpe une volée d'escalier et là, il fait un infarctus. Il se retrouve sur un lit d'hôpital et là, il en a marre d'en avoir marre. Il a franchi le seuil. Il y a des gens, la plupart des gens ont besoin de cet événement catastrophique pour en avoir marre, d'en avoir marre. Mais il existe aussi des gens qui sont capables de se faire suffisamment peur que pour en avoir marre, d'en avoir marre, avant que l'événement catastrophique survienne. D'accord? Donc, typiquement, le même homme qui s'empiffre, qui, voilà, il ne mange pas du tout équilibré, il n'a pas une vie saine, etc. Et un de ses collègues fait un infarctus. Et là, il se dit, ah ouais, non, mais moi, je ne veux pas finir comme ça. Ah non, c'est fini. J'en ai marre d'en avoir marre. Et il se reprend sans attendre lui-même de subir l'infarctus. Donc ça, c'est une image pour essayer de décrire, en fait, les prospects types que nous aimerions rencontrer. Ce sont des gens qui en ont marre d'en avoir marre, par exemple, d'avoir des fins moins difficiles. Aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit énormément de gens qui en ont marre. Énormément. Dans ces gens vont se trouver à un moment donné, des gens qui en ont marre d'en avoir marre. C'est-à-dire que la grande différence, et avec tout le respect que je dois au mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes en ont marre, donc ils veulent que le monde change. Ceux qui en ont marre d'en avoir marre n'en ont rien à caler du monde. Ils prennent les décisions et les actions pour que ça change pour eux. Et peu importe ce que le monde fait. Tu comprends? Ce sont vraiment deux situations a priori très proches, mais en réalité diamétralement opposées. Il y a un premier groupe qui attend que la solution vienne de l'extérieur et le deuxième groupe qui dit « c'est moi qui dois changer ». C'est pas la faute des publicitaires si je bouffe comme un gros cochon. C'est pas de la faute du gouvernement si je suis en surpoids. C'est pas de la faute de mon patron si je fais pas de sport. C'est pas de la faute de mon collègue. C'est de ma faute à moi. Ce sont des choix que je pose et donc j'arrête. Et maintenant, je fais d'autres choix. Je fais d'autres choix. Et je deviens acteur du changement que je veux voir dans le monde.
Et ce sont ces gens-là que nous recherchons. Ce sont des gens qui veulent être acteurs du changement qu'ils veulent voir. Et d'ailleurs, dans le livre, on cite notamment Jim Rohn qui disait « Si tu veux que le monde change, il faut que tu changes. » Ça a l'air cruel, ça a l'air trop simple. Souvent, hein, des gens à qui je dis ça et qui ne sont pas spécialement prêts à l'entendre me disent bah, « c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Eh bien non, mon loulou, non, ça n'est pas n'importe quoi. C'est dès que tu changes, tout peut changer. Et donc, ce sont ces gens-là que nous recherchons. Et le marketing relationnel peut-il répondre réellement à tous les besoins de chacun d'entre nous? Donc, soit en termes de liberté, de temps, d'indépendance financière. Est-ce que ça peut vraiment répondre aux besoins de chacun? Oui et non. Dire oui, ça voudrait dire que c'est la panacée universelle, et il n'y a qu'à, il faut qu'on. Voilà, c'est tout. Non. Parce que on évolue au cours de notre carrière dans le marketing relationnel. Et il y a des gens pour qui le marketing relationnel n'est pas une fin en soi. Il y a des tas d'exemples de femmes et d'hommes qui ont fait une carrière dans le marketing relationnel, une carrière plus ou moins réussie, hein, il n'y a pas besoin d'atteindre le sommet, et qui en fait se sont découverts une âme d'entrepreneur et qui ont quitté le marketing relationnel pour créer leur propre entreprise. Donc ça peut être un véritable tremplin. C'est un peu mon cas d'une certaine manière. J'ai fait du marketing relationnel pendant une vingtaine d'années à temps plein. Ça s'est extrêmement bien passé. Mais à un moment donné, hop, j'ai choisi de m'installer à mon compte. Chose que, d'un point de vue éducationnel, à la maison, jamais ça n'aurait pu se passer. Moi, mes parents m'ont toujours dit, fais de bonnes études pour avoir un bon diplôme, un bon boulot. Enfin, voilà, t'es un garçon intelligent. Enfin, les rares fois où ils étaient positifs avec moi, c'est ce qu'ils me disaient. Mais probablement que sans le marketing relationnel, je n'aurais jamais découvert que je peux, moi aussi, avoir ma propre entreprise qui porte mon nom. Jamais. Donc, le marketing relationnel n'est pas une fin en soi pour certains. Maintenant, il ne faut pas non plus diminuer ses mérites pour la cause. Le marketing relationnel permet, quand on est avec une entreprise qui est inscrite sur la durée, permet de faire toute une carrière. Il faudrait que je me renseigne, mais je pense que, alors c'est juste une intuition, mais je crois que lorsqu'on collabore avec une entreprise de marketing relationnel qui s'inscrit dans la durée, je pense que la probabilité de faire une carrière de 30 ou 40 ans là est plus importante que dans le secteur traditionnel. Donc, par exemple, mon père, il a fait une carrière de 30 ans à l'usine. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est très compliqué de reproduire ça comme salarié, ouvrier, employé, fonctionnaire, peu importe. On se rend compte que c'est pas simple. Enfin, si fonctionnaire, ça peut. Dans l'enseignement, bon, voilà, normalement, on va pouvoir faire toute une carrière là-dedans. Mais salarié, ouvrier, employé, ça semble compliqué. Dans le marketing relationnel, c'est totalement possible. Ce que j'apprécie justement beaucoup dans ton livre, à l'impression du siècle, c'est que tu parles donc du marketing relationnel comme eh bien, un métier qui peut sortir justement les gens de leur situation actuelle pour ceux en effet qui veulent avancer. Et en même temps, eh bien, voilà, j'aime ta sincérité, tu dis bien, voilà, c'est pas si simple que ça. On passe par des challenges, la route est rocailleuse. Et justement, le fait de faire tout ce travail, cette construction en amont, eh bien, ça peut permettre après d'avoir des revenus exponentiels. Ceci dit, il y a tout un travail à faire avant. Alors, comment on peut expliquer ça de manière eh bien, avantageuse justement pour l'audience aujourd'hui? C'est relativement simple. Il suffit de nouveau de faire preuve d'ingéniosité, de transposer la situation à quelque chose de plus familier. Comment devient-on joueur de foot professionnel? On ne naît pas joueur de foot professionnel. Voilà. Comment devient-on un grand orateur? On ne naît pas grand. Il n'y a aucun bébé qui est sorti du ventre de sa maman en disant aux sages-femmes et aux gynécologues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, merci de m'accueillir. On n'a jamais vu ça. On ne naît pas quelque chose, on le devient. Et si on a envie d'atteindre des sommets dans quelque chose qui nous plaît,
ben, il n'y a pas de secret. On se rend bien compte qu'il va falloir fournir énormément de travail et que ça ne va pas être une ligne droite vers le sommet. Non, il va y avoir un chemin rocailleux, pour reprendre l'expression qui se trouve dans le livre, et non pas un tapis rouge sur lequel il suffit de surfer, de se laisser emporter. Le marketing relationnel ne va par nature évidemment pas échapper à cette règle, puisque le marketing relationnel est basé sur l'humain et que l'humain a tout plein de qualités, tout plein de défauts, et donc il va falloir composer avec ça. Le truc qui est intéressant par contre, c'est que la plupart, si pas la totalité des entreprises qui se développent sur le principe du marketing relationnel offrent une structure qui permet d'envisager dès le départ une carrière évolutive. C'est-à-dire qu'il y a des critères, et ça c'est quelque chose de quasiment unique à notre profession et qui mérite vraiment d'être mis en avant. C'est que pour obtenir une promotion dans le secteur classique, eh bien, on ne connaît pas les critères. On ne connaît pas les critères. Mon père, il a démarré comme mandai, comme on appelle ça, comme manœuvre, d'accord? Simple manœuvre. On ne lui a pas dit, si tu fais ça et ça et ça, tu deviendras ouvrier qualifié. Non. Il est allé à l'usine et un jour, on lui a dit, voilà, maintenant, tu n'es plus manœuvre, tu es ouvrier qualifié. Hein? Et puis, un jour, il est arrivé à l'usine, il m'a dit, Jean-Marie, viens un peu dans le bureau. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on voudrait te proposer de devenir brigadier, chef d'équipe. Mais pour ça, il faut que tu signes un nouveau contrat. Ah, pourquoi? Tu sais pas. Et un jour, il est devenu contremaître. Waouh! Et puis, ça s'est arrêté. Il a fait manœuvre, ouvrier, brigadier, contremaître. Point. Ingénieur, chef de département, etc. Impossible à envisager. Dans le marketing relationnel, tout est décrit à l'avance. Et ça dépend de critères spécifiques qui sont déjà écrits. Typiquement, atteindre un certain chiffre d'affaires. Voilà. Tu te lances comme débutant, beginner, débutant. Tu deviens senior dès que tu as fait 1000 points volume. L'équivalent de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne dois pas demander l'autorisation à qui que ce soit. Automatiquement, tu es promu. Si tu es promu, tu es augmenté. Et une fois que tu es senior, est-ce que tu veux devenir exécutive? Ah oui, je voudrais bien. Eh bien, il faut faire alors 30 000 euros de chiffre d'affaires, seul ou en équipe. Dès que tu as fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as d'autorisation à demander à personne. C'est l'ordinateur qui dit « Hey, il y a 30 000 qui viennent d'être faits. » Bon, hop, il est exécutif. Et ça veut dire que tu es devant, dès que tu débutes, tu es devant une carrière évolutive dont tu connais les conditions de chaque échelon. Et donc, si le cœur t'en dit, et c'est une condition importante, si le cœur t'en dit, tu peux choisir dès ton inscription d'arriver au sommet de la carrière. Et tu sauras dès ton inscription exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est assez unique dans le monde du travail. Je n'ai pas... comme ça ne me vient pas en tout cas. Je n'ai pas connaissance d'autres professions qui, sur des critères purement objectifs, qui ne débordent pas de « ouais, je t'aime bien, t'es un type sympa, je vais te filer un petit coup de piston ou de l'ancienneté, par exemple. L'ancienneté, je comprends que les travailleurs veuillent la valoriser, mais je suis désolé, l'ancienneté ne signifie pas à tous les coups que tu es meilleur que l'autre qui est moins ancien que toi, qui a moins d'ancienneté que toi. Ça veut juste dire que tu t'es accroché à ton emploi depuis plus longtemps que lui. Mais est-ce que tu es réellement meilleur que lui? Je ne sais pas. J'espère. J'espère. Mais rien n'est moins sûr. Alors justement, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui n'ont pas encore franchi le pas et qui, voilà, ça les titille et ils se posent la question si ils vont le faire ou pas? De ne surtout pas le faire par curiosité. Voilà. On ne commence pas régime par curiosité. On ne s'inscrit pas à la salle de sport par curiosité.
On ne signe pas un contrat de travail par curiosité. Tu conseilles qu'il y ait un réel engagement. Oui, oui, une vraie réflexion. Mais je donne aussi un conseil aux parrains, à la marraine potentielle. N'inscris pas ton candidat pour le plaisir de l'inscrire. Demande-toi si tu l'inscrirais s'il te coûtait 2 ou 3 000 euros de charges patronales tous les mois. Ça, c'est une question très intéressante. Tu es face à un prospect. Et ok, je te connais, j'ai fait ce métier pendant 20 ans, je sais que tu as envie de l'inscrire. Je sais que tu as envie de l'inscrire. Même s'il résiste un peu, tu vas même être capable de le convaincre que oui, il doit dire oui. Hein? Et puis après, tu viens chez moi, puisque je suis devenu coach entre-temps, et tu viens te plaindre que tu as des boulets dans ton équipe. Et moi, ma question est, qui a mis ces boulets dans ton équipe? C'est toi. Donc avant d'inscrire quelqu'un, demande-toi si tu procéderais à l'inscription s'il t'en coûtait 2 500 euros par mois. Si tu devais payer 2 500 euros par mois, est-ce que tu le ferais avec plaisir parce que tu sais que tu es devant quelqu'un qui en a vraiment marre d'en avoir marre, qui veut s'impliquer à long terme, qui veut se former, qui veut créer un vrai revenu? Autrement dit, investirais-tu 2 500 euros par mois pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 12 mois à perte parce que tu es convaincu qu'à moyen à long terme, ça va devenir rentable? Parce que, vous savez, c'est ce que font les patrons. On pointe tout le temps les patrons du doigt. C'est des gros cons, etc. Mais que fait un patron quand il engage quelqu'un? Il fait un pari. Il fait un pari et il met 4 000 euros, toutes charges comprises, tous les mois, pendant plusieurs mois, sans que ça ne lui rapporte 1 euro. Et c'est seulement après un certain temps que le travailleur est en place qu'il va commencer à générer plus que ce qu'il n'a coûté et qu'il va être profitable pour l'entreprise. Le patron est un entrepreneur, un leader en marketing relationnel est un entrepreneur. Donc, la question de l'entrepreneur vaut des deux côtés. Est-ce que tu inscrirais ce nouveau petit protégé s'il t'en coûtait 2 500 euros par mois et qu'il te fallait travailler et patienter 1 an avant de faire le moindre euro de bénéfice? Si la réponse est non, ben abstiens-toi, ne l'inscris pas. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors là, tu exagères complètement. Ce sont des critères beaucoup trop difficiles parce que moi, je connais des gens qui payaient absolument pas de mine et qui ont réussi au-delà de toute espérance. » Oui, je sais que ça existe, hein, je ne suis pas idiot. Mais il y en a eu combien comme ça? Sur combien de milliers ou de dizaines de milliers? Bien sûr qu'il y a toujours l'exception qui vient confirmer la règle. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as dû en inscrire combien qui t'ont pris du temps, de l'énergie, qui sont sortis démotivés, qui ont abandonné avec un moral dans les chaussettes et qui sont allés dire que le marketing relationnel, ça ne marche pas, qui sont allés dire qu'on fait des fausses promesses et que c'est de la poudre aux yeux. Il t'a fallu en inscrire combien des comme ça pour me trouver l'exception qui confirme la règle? Est-ce que c'est vraiment le prix à payer pour trouver l'exception? Non. Le prix à payer, c'est de ne pas inscrire tout cela en première intention et d'augmenter nos critères de sélection. Si on augmente nos critères de sélection, quelle va être la conséquence de cela? Ben, de meilleurs résultats et une plus grande professionnalisation du métier, ce qui est un paradoxe à dire. Marketing relationnel, être entrepreneur, c'est un métier et moi, je milite pour que ce métier devienne mieux professionnalisé. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour tout ce que tu partages, pour ta passion, parce que tu ne veux pas le cacher, tu es passionné et c'est toujours un plaisir. Donc, merci à toi. Encore une fois, donc, je vous montre le livre « La profession du siècle » que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a de précieux conseils, une belle histoire aussi sur ta vie personnelle. Donc, merci beaucoup à toi, Jean-Philippe, de nous partager ça. Et puis, il y a un petit dernier mot pour finir et puis encore merci à toi. Vive le marketing relationnel, il y a beaucoup d'espoir. Le monde est un plus bel endroit qu'il n'est aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 50 ans. Et nous nous dirigeons vers une société vraiment fascinante
effrayante sous certains aspects, mais où j'ai l'intime conviction que l'opulence pourrait devenir la norme. Super. Eh bien, on verra ça à l'avenir et je pense qu'on pourra en reparler d'ici là. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et à bientôt. Bye bye.